Bonsoir à tous, merci d'être avec nous et je vous souhaite la bienvenue dans la bande. La CPS, la communauté du Pacifique, demain et vendredi célébrera ses 70 ans. Alors une question toute bête, est-ce que vous connaissez la CPS? Oui, non, oui? Eh bien écoutez, ce soir je vous propose de découvrir avec la bande Clémence Losseran qui est sur ma droite et Lindsay Wamo qui est allé à la rencontre de Cameron Diver, le directeur adjoint de la CPS, de découvrir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cette organisation. Bonsoir Clémence. Bonsoir Jenny. Et toi, entre autres, tu vas nous présenter au cours de cette émission quelques champs d'action de la CPS ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà, quelques illustrations des nombreux domaines d'intervention de la communauté du Pacifique. Que l'on voit, mais qu'on ne sait pas toujours que voilà, la communauté du Pacifique est à l'origine de ce projet. Quel rôle joue-t-elle dans le Pacifique? Pourquoi la CPS est-elle basée en Nouvelle-Calédonie? Quels sont les projets qu'elle chapeaute? Les réponses à ces questions dans votre émission. Bienvenue dans la bande, chers téléspectateurs. Et avant de développer ces thèmes, regardez cette carte. La communauté du Pacifique. Pour un petit rappel, c'est une organisation internationale bilingue qui compte parmi ses membres les États et les territoires anglophones et francophones de la région. Elle œuvre en Océanie. La CPS a été fondée en 1947 par l'Australie, les États-Unis, la France, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Elle contribue au développement de 22 États et territoires insulaires du Pacifique. La communauté, elle, est composée de 26 États membres. Alors, quel est le rôle de la CPS? Je vous propose d'écouter la réponse de Lindsay Wamo. Aujourd'hui, dans le hall de la communauté du Pacifique, on y trouve plusieurs stands. Sur l'éducation, sur l'environnement ou encore moins familier, la géoscience. Grâce à la CPS, notre région bénéficie d'une formidable technologie que sont les satellites. C'est à cet homme que l'organisation a emprunté ses services. Il est sollicité à la demande des pays du Pacifique, membres de la CPS. Comme par exemple par Fidji, qui demandait à voir les conséquences d'un cyclone qui avait frappé l'île. Ici, on voit très clairement les endroits qui ont été touchés par le cyclone Vincent. Les photos satellitaires ont réalisé des images un jour après le passage du cyclone. Et bientôt, nous espérons que toute la couverture forestière sera rétablie sur l'ensemble des zones qui aujourd'hui n'ont plus de couverture forestière. Sur cette carte, on y voit des images impressionnantes de la commune de Thio. De façon très nette, on constate les dégâts de la mine, mais aussi, plus incroyable encore, ces satellites peuvent distinguer les différentes végétations. Nous avons des logiciels permettant de compter le pourcentage de couverture qui existe ou qui reste. Donc il faut identifier individuellement chaque arbre. C'est un système de classement des objets, c'est un peu le titre technique, qui compte le taux de couverture, le nombre d'arbres. Cette technologie permet d'avoir des informations sur le fonctionnement de notre système naturel et sur la capacité en ressources que nous disposons. Derrière ça, l'enjeu, deux mots, développement durable. C'est la mission principale de la CPS. Les objectifs de la CPS, réellement, c'est d'améliorer le quotidien des populations dans ces États membres et d'améliorer à travers la science et des éléments de décision objectifs la prise de décision politique par les pouvoirs publics et on fournit des renseignements que l'on considère fiables puisque scientifiquement éprouvés à nos États membres. Donc des objectifs qui se situent à la fois au niveau de la gouvernance des pays et aussi au niveau de la bien-être et de la mise en œuvre de projets pour les communautés et des populations locales. La CPS est l'une des plus anciennes organisations de la région à fonctionner encore aujourd'hui. Elle compte 26 États et territoires membres. Voilà, c'était un sujet que vous avez pu découvrir lundi dans le JT à l'occasion de la présentation de notre feuilleton de la semaine consacré justement à l'anniversaire, les 70 ans de la CPS, la communauté du Pacifique. Alors Clémence, juste une première question. On dit la CPS, mais on appelle la communauté du Pacifique. Voilà, effectivement, ça a changé d'appellation. C'était le secrétariat du Pacifique Sud, si je ne veux pas dire de bêtises. Mais donc effectivement, on a enlevé l'attribut sud, je vais y arriver, pour effectivement englober plus largement l'environnement pacifique. Alors l'actualité, je l'ai dit, de la CPS, c'est l'anniversaire. La communauté célèbre jeudi et vendredi, en fin de semaine, donc, ses 70 ans. On rappelle que la CPS est située sur Lansvata, un quartier chic
de Nouméa, connu pour ses nombreux restaurants et sa promenade aux joggeurs et touristes de passage qui défilent chaque jour. Mais c'est là qu'il faut savoir que c'est à cet endroit que l'aide au développement de nombreux États et territoires du Pacifique se joue chaque jour. C'est bien ça l'actualité, Clémence, pour les 70 ans. Oui, tout à fait, effectivement. Donc 70 printemps pour cette organisation. Et depuis finalement ses débuts, elle n'a pas changé d'objectif. Elle vient en aide aux pays et territoires du Pacifique pour leur permettre d'être acteurs de leur propre développement. Donc cet objectif n'a pas varié en 70 années. Alors justement, merci Clémence. On écoute Cameron Diver, le directeur adjoint de l'organisation. Il répond aux questions de l'INSEE et puis il apporte des précisions sur ce que vient de vous dire à l'instant Clémence. Et l'un des grands intérêts du travail à la CPS, c'est justement d'essayer de faire en sorte que l'on ramène tout le monde vers un socle commun de défis de développement partagés et vers des positions communes lorsqu'il s'agit de porter ces défis de développement au niveau international. C'est aussi pour ça qu'ici au siège, on parle de notre centre de conférence comme la maison commune du Pacifique. C'est un peu comme la grande case. Tout le monde y est le bienvenu à partir du moment où ils sont États membres ou partenaires de développement. On peut discuter de l'ensemble des sujets de manière calme et sereine. On vote par consensus, donc, qui est vraiment une manière de travailler dans le Pacifique. Donc, autant que faire se peut, on ne vote pas, on n'a pas de vote qui divise. On essaie de trouver un consensus qui rassemble. Et je pense encore une fois que c'est une spécificité de la CPS et c'est un grand avantage parce que c'est ce qui permet justement de fédérer les États de ce grand ensemble océanique et océanien autour de projets qui sont partagés, d'objectifs de développement qui sont partagés. Et la valeur ajoutée que la CPS apporte, c'est que même si on partage ces valeurs et ces projets, on apporte dans la mise en œuvre de projets notre connaissance du contexte spécifique de chaque État ou territoire membre, parce qu'on ne va pas mettre en œuvre un projet en Papouasie-Nouvelle-Guinée comme on le mettrait en œuvre à Kiribati ou aux îles Marshall ou même en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, puisque le contexte politique, social, environnemental est différent. C'est une plateforme merveilleuse pour l'insertion régionale de la Nouvelle-Calédonie que la CPS, puisque cela permet à la Calédonie de toucher les 25 autres États et territoires membres à travers une organisation régionale, donc par le biais du multilatéralisme, au lieu de devoir les toucher chacun à leur tour sur le plan bilatéral. Alors voilà, maintenant que l'on a présenté la CPS, la communauté du Pacifique, je vous propose maintenant de voir comment elle agit ici au pays. Et elle est présente sans que les Calédoniens s'en rendent compte, vraiment preuve à l'appui, Clémence, avec quelques exemples. Voilà, effectivement, donc je vais vous donner deux exemples de projets qui sont un petit peu dans le domaine de l'environnement. Et tous deux sont intégrés, j'allais dire, mais dans un projet qui s'appelle Intègre. Donc par exemple, le premier exemple, en février, on inaugurait une pépinière à Lilloin. Donc l'enjeu là, c'est de cultiver des essences locales, donc qui seront replantées sur l'île, qui viennent remplacer le pin des Caraïbes, qui avait donc été lancé dans une optique de sylviculture et puis qui finalement, fausse d'exploitation, a effectivement complètement colonisé l'écosystème. Donc l'enjeu, c'est bien sûr de lutter contre l'érosion, de sécuriser la ressource en eau, et c'est aussi un vrai projet donc qui associe les habitants de l'île. Donc on voit par exemple cette dame effectivement qui est chargée de la gestion de la pépinière. Donc ça donne une vraie dimension sociale et communautaire au projet. Donc ça, c'était des images qui ont été diffusées dans notre JT en janvier. Et donc l'implication des populations locales, c'est une des caractéristiques fortes de ce projet Intègre. On le voit aussi, donc là je vais vous proposer de partir en direction de la côte nord-est de la Grande Terre, à Yehen, où donc les tortues font l'objet d'une attention toute particulière. Je vous propose donc de découvrir un extrait du reportage qui a été réalisé par Aurélie Naoutine en janvier dernier. On arrive à distinguer quand même ces traces de palettes et on voit un petit peu la courbe qu'elle a pu faire. Là, on voit d'autres traces ici, là-bas. Donc je pense qu'elle a simplement fait demi-tour. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ? La végétation en face, voilà. Ou alors elle a peut-être été dérangée à ce moment-là, je ne sais pas. En tout cas, on peut noter qu'il y a une trace. Après, c'est difficile, vu que la marée est montée par-dessus, de savoir quelle activité elle a eue.
Céline travaille pour le service des milieux et ressources aquatiques de la province Nord. Elle est sur l'îlot Yeravach, situé en face de l'Inderali. Avec les membres de l'association Kaporao, ils sont chargés de repérer et de comptabiliser les signes de passage de tortues. En déplacement durant 2 jours sur l'île, les bénévoles effectuent des rondes de jour et de nuit pour suivre le passage et les pentes de tortues. Les bénévoles ont appris à baguer les animaux et depuis l'an dernier, à prélever des échantillons d'ADN. Ces actions permettent de suivre les individus sur plusieurs années, de tracer leurs déplacements et d'éventuels changements de site de pente ou encore de connaître leur appartenance à une population. Si pour avoir des résultats fiables, il faudrait collecter plus de 10 ans de données, le constat est bien réel. Les tortues viennent de moins en moins sur l'îlot. Ça, ce sont les tortues. À Yangan Clémence, tu as présenté aussi le projet Pépinière sur l'île Loin, dans le sud du pays. Et sans la CPS, ces projets n'auraient pas existé. Alors en fait, c'est la CPS qui effectivement a mis en forme le projet intègre et qui notamment a négocié les financements. Il faut savoir que l'Union européenne est très présente dans le cadre de ce financement. Et donc là, dans l'exemple qu'on voit, par exemple, donc l'agent de la province Nord, en fait, son poste est effectivement financé par le biais du projet intègre. C'est vrai que la CPS accentue beaucoup, enfin, depuis le début de la semaine, justement en rapport avec l'actualité, l'anniversaire, la venue de la ministre, elle a beaucoup accentué sur le fait qu'elle compte beaucoup sur la participation des populations locales, sans qu'ils ils ne pourraient pas justement mettre en place ce genre d'actions comme les pépinières et puis le suivi des tortues. Ça, c'est un aspect important. Il y a un autre exemple aussi, Clémence, d'autres exemples que j'aimerais apporter aussi pour compléter tes 2 exemples. C'est le label BioPacifica. Il a été fondé en 2008. Devinez par qui? Eh bien, par la CPS, la communauté du Pacifique. Le label est présent dans 22 pays et territoires océaniens. C'est un label biologique qui prône une agriculture sans utiliser de produits chimiques, autrement dit, et de manière plus courte, une agriculture biologique. Je l'ai mal dit. Avant de poursuivre avec un autre exemple, je vous propose de regarder cet extrait qui a été diffusé l'an dernier dans notre JT NCTV Actu. On certifie tout ce qui est production agricole, que ce soit au niveau production végétale. Quand je parle de production végétale, il y a la production fruitière, il y a la production vivrière, il y a la production maraîchère. Et tout ce qui est élevage, donc élevage de poules, élevage bovin, et puis que ce soit poule pondeuse ou poule de chair. Et on peut aussi intervenir sur tout ce qui est aquaculture. Cécilia Caviviro, consommatrice du groupe local Wailu Kanala. Mon rôle ici dans le groupe local, j'essaie de garantir le producteur à être labellisé bio. Ça consiste en fait à aller déjà, comme par exemple ici, inspecter un champ, voir si le producteur suit bien la norme océanienne d'agriculture biologique. Autre exemple, chers téléspectateurs, où la CPS a joué un rôle important, le Festival des Arts du Pacifique. Il a été conçu par la communauté du Pacifique comme moyen d'endiguer l'érosion des pratiques culturelles et traditionnelles en partageant et en échangeant la culture à chaque festival. Le prochain, la 13e édition donc, aura lieu à Hawaï en 2020. Je vous propose d'écouter les précisions de Cameron Diver justement à ce sujet. On l'écoute. La culture n'est pas que la préservation de la culture pour la culture, c'est-à-dire l'aspect peut-être folklorique où on démontre le savoir-être, le savoir-faire à un parterre du public qui dit est-ce que c'est merveilleux, mais qui voit ça un peu comme un spectacle que l'on met en scène. Ce que l'on souhaite, c'est de retirer de la richesse culturelle du Pacifique les éléments qui contribuent directement au développement durable. Par exemple, des techniques et des savoirs traditionnels qui vont nous permettre de combattre l'obésité dans les populations, qui vont nous permettre de développer des pratiques qui permettent aux îles d'avoir une meilleure qualité de vie pour leur population, de réduire le taux de maladies non transmissibles et par exemple le diabète qui frappe énormément des populations de la région et qui contribue à peu près 80% des décès dans la partie insulaire du Pacifique. On souhaite aussi mettre en valeur les connaissances traditionnelles pour nous aider à être plus efficaces dans notre action de réduction des risques de catastrophes naturelles. Par exemple, c'est les populations locales qui savent si
si oui ou non, certaines zones sont plus ou moins en proie à des forts vents lors de cyclones, qui sont plus ou moins protégées, et donc où on peut dire, voilà, c'est une zone où il faudrait se rabattre s'il y a un cyclone, ou c'est une zone qui est protégée de grandes marées ou de risque de tsunami. Alors voilà, pour ceux qui se posent toujours la question à quoi sert la CPS, eh bien, nous venons de vous citer quelques exemples des champs d'action de cette organisation ici dans le pays. Mais il y a d'autres points aussi où ils sont très actifs. Clémence, voilà, durant l'interview, ils ont parlé Cameron Diver a parlé d'obésité, de diabète, de qualité de vie. Sur ces trois critères-là, ils sont quand même assez présents, notamment en matière d'études. Tout à fait, et ils émettent notamment un certain nombre de statistiques sur les pays du Pacifique, et à ma connaissance, ils sont l'un des rares à le faire, ce qui permet véritablement d'avoir un peu une radiographie dans les domaines de la santé ou le domaine des femmes, par exemple. Il y a énormément de statistiques qui sont disponibles et qui nous permettent un petit peu plus de se rendre compte de la réalité. Donc ça, c'est un aspect assez chiffré, on va dire. Après, pour revenir un petit peu à tout ce qu'on a vu, moi, ce qui me semble très intéressant, c'est qu'effectivement, c'est les communautés qui sont au centre du dispositif et que la CPS considère comme vraiment fournisseuse de solutions et d'idées. C'est l'outil à l'état pur. La culture, les modes de vie, les solutions en fait que les gens peuvent trouver localement font vraiment l'objet d'un vrai travail de valorisation de la CPS, aussi bien au niveau du Pacifique, entre nous, pays de la région, mais aussi au niveau international. En tout cas, ils font pas mal d'actions qui facilitent aussi notre travail en tant que journaliste lorsqu'il s'agit de faire des recherches. Les statistiques, par exemple. Les statistiques et les chiffres. Ici, à l'échelle du pays, mais notamment à l'échelle régionale, ce n'est pas le point fort de notre région. Heureusement qu'on a ces études. Merci la CPS. Je vous propose de marquer une petite pause dans la deuxième partie. On va parler d'une autre actualité, justement, qui concerne toujours la communauté du Pacifique. À tout de suite. What Time Is Love US remix. So that's all the music we can't listen to? What do you mean can't listen to? That we're not allowed to use in the film? No. That's all of it. I mean, we have had all sorts of companies offering us all sorts of money, and we just say no. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de Bienvenue dans la bande. Je vous rappelle que ce soir, dans votre émission, on parle de la CPS qui célèbre ce jeudi et ce vendredi ses 70 printemps. Autre actualité justement liée à la communauté du Pacifique, il a eu lieu en juin dernier. Clémence, un véritable coup de tonnerre pour l'environnement des États insulaires du Pacifique. Effectivement, c'est le 1er juin dernier qu'on apprenait donc le retrait officiel des États-Unis de l'accord de Paris, donc accord qui, je vous le rappelle, vise à limiter les pollutions des États dans le monde. Donc effectivement, c'est une annonce qui a fait coup de tonnerre, mais qui était tout à fait cohérente avec les déclarations du candidat Trump à son élection, était envisageable, puisque donc effectivement il s'est toujours présenté comme un climato-sceptique. Alors les États-Unis étant quand même un membre fondateur de la CPS et un contributeur important, et dans l'autre côté la CPS axant une grande partie de ses programmes pour la lutte contre le réchauffement climatique, on a eu un peu envie de leur demander comment est-ce qu'ils avaient vécu la déclaration de ce membre fondateur. Donc je vous propose d'écouter la réponse de Cameron Diver. Pour ce qui concerne les États-Unis, les États-Unis sont un membre à part entière, membre fondateur de la CPS depuis 1947 et un bailleur de fonds important pour notre action. Ce que l'on souhaite, c'est qu'à l'avenir, comme c'était le cas lorsque le président de la République française a rencontré le président américain récemment à Paris, c'est qu'il y ait des possibilités pour les États-Unis de réintégrer l'accord de Paris et de prendre sa place pleinement au sein de ce concert des nations qui s'est constitué autour de la nécessité d'œuvrer tous ensemble pour réduire les effets du changement climatique autant que faire se peut et permettre aux États qui sont les plus vulnérables de pouvoir répondre aux défis qui sont les leurs dans l'immédiat et dans l'avenir proche, le moyen, le long terme.
Une réaction, Clémence? Oui, alors on comprend bien que c'est un petit peu un langage diplomatique, hein, il marche sur des œufs, mais en même temps, effectivement, ça permet d'expliquer un petit peu donc, ce qu'on n'a pas trop mis en lumière, mais l'organisation en fait, de la CPS est un peu bicéphale. Elle est d'une part composée donc, de techniciens de terrain, et puis de l'autre côté, d'un aspect plus politique par les chefs d'État. Et donc effectivement, cette dissociation leur permet concrètement de continuer sur le terrain des engagements tels que la lutte contre le réchauffement climatique, même si d'un point de vue politique, un des chefs d'État s'est mis en porte-à-faux. Donc cette organisation-là permet un petit peu de pouvoir prendre de la distance, on va dire, par rapport aux déclarations des États membres. Alors si le réchauffement climatique continue et si la montée des eaux dans le Pacifique continue de menacer, je veux dire, gravement les États insulaires du Pacifique, la CPS aura un rôle central à jouer. Ah oui, ils sont déjà complètement sur le terrain aujourd'hui pour essayer notamment, puisque donc c'est plus du tout une abstraction, le réchauffement climatique est vraiment en marche. Oui, il y a déjà ce qu'on appelle les premiers réfugiés climatiques qui sont effectivement... Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'une part d'arriver à maintenir le plus longtemps possible ces populations sur leur lieu d'habitation et ensuite de trouver des solutions. Et je crois qu'on l'évoquera dans le feuilleton de demain, mais il y a par exemple des recherches très concrètes qui sont faites à propos du taro pour qu'il puisse effectivement, ils ont créé une nouvelle espèce qui puisse en fait être cultivée dans des terrains très salés. Parce que donc effectivement la mer monte, les potagers donc des gens se trouvent de plus en plus dans ces zones qui sont à une forte taux de sel et donc ils ont développé une espèce de taro qui puisse résister dans cet environnement et donc directement en lien avec cette problématique du réchauffement climatique. Une question que j'aimerais aborder avec toi, Clémence, avant de passer à la suite de notre émission, c'est la question de la légitimité, de la crédibilité ou plutôt du pouvoir de la CPS à l'échelle internationale. On a parlé de ces différentes actions au sein du pays, mais également dans les États insulaires du Pacifique, qui militent notamment contre le réchauffement climatique, la montée des eaux. Mais là, je veux dire, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre à l'échelle internationale. Comme là l'exemple de Donald Trump, le président des États-Unis. Bien, j'ai envie de dire que... c'est ce que je me suis dit aussi, et puis bon là c'est vraiment mon analyse complètement personnelle qui n'engage que moi, mais en même temps effectivement on n'entend pas la CPS dire c'est n'importe quoi. En même temps, très concrètement, ils sont toujours sur le terrain en train effectivement de mener ces actions et je pense que c'est quand même effectivement une forme de résistance entre guillemets, mais je veux dire voilà, il y a un véritable fil rouge et qui fait qu'ils sont véritablement présents et j'ai tendance à penser que si aujourd'hui on parle autant du réchauffement climatique, des réfugiés climatiques et tout ça, c'est dû entre autres, parce que la CPS n'est pas seule, mais à ce type d'organisme qui effectivement permet une remontée d'informations de 26 États complètement perdus dans une masse océanique gigantesque. À l'échelle du pays, est-ce qu'ils travaillent en étroite collaboration avec les institutions locales, Congrès et gouvernement? Alors, en tous les cas, pour ce qui est des provinces, je sais, voilà, on voyait dans l'exemple de l'Intègre tout à l'heure, qu'effectivement, ils peuvent mettre à disposition des fonds qui permettent effectivement d'avoir des postes salariés. On arrive au terme de cette émission, Clémence. On rappelle que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, participera demain et vendredi au 10e Forum donc, du Pacifique qui se déroulera à la CPS, mais aussi pour célébrer l'anniversaire, les 70 ans de la communauté du Pacifique. Clémence, nous sommes à la veille de la sortie de l'accord de Nouméa. Quel est l'avenir de la CPS? C'est effectivement la question qui nous a chatouillé depuis le début de la semaine. À la fois l'avenir de la France dans la CPS et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Globalement, effectivement, on comprend bien que les deux sont amenés en fait à rester autant que la CPS existera pour une raison très simple, c'est que la CPS est en fait composée à la fois de membres États indépendants, mais aussi de membres associés. Et en fait, quel que soit leur statut, ils ont tous effectivement la même place. Donc ça c'est avec mes mots, mais Cameron Diver l'explique assez clairement. On écoute l'interview. La CPS, en tant qu'organisation apolitique, on a un regard qui n'est pas un regard qui porte un jugement de valeur sur le choix qui sera opéré lors du référendum. C'est quelque chose qui appartient à la population calédonienne et aux institutions calédoniennes. Il n'appartient pas à la CPS de dire que le choix est bien ou mauvais.
Il nous appartient simplement de rester à l'écoute et au service de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'aujourd'hui collectivité membre de la CPS et peut-être demain comme État membre en fonction du choix. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est essentiel pour nous, c'est la stabilité et la continuité des institutions, c'est la stabilité sociale pour l'environnement de vie et de travail de la CPS. Et donc, on est bien sûr en train de veiller quelque part à ce que tout cela continue comme c'est le cas aujourd'hui. Mais encore une fois, il n'est pas dans notre mission ni dans notre mandat de porter un jugement sur ce choix-là. On restera au service de la Nouvelle-Calédonie en tant que membre de la CPS, quel que soit le choix qui sera effectué sur l'avenir institutionnel. Voilà, Cameron Diver, directeur adjoint de la CPS, néo-zélandais qui maîtrise très bien notre langue, le français, mais qui maîtrise très bien aussi le langage diplomatique, n'est-ce pas, Clémence? D'ailleurs, tous les personnels sont complètement bilingues. Ce qui me semblait intéressant aussi dans cet aspect, c'est que, bon, que ce soit aujourd'hui ou demain, et quel que soit le résultat du référendum de 2018, il me semble que la CPS, c'est quand même vraiment l'organisation qui permet aujourd'hui à la Calédonie d'être inscrite dans son environnement pacifique, qui, voilà, est vraiment, on parle de nos voisins, on est bien ici chez nous, quoi. Avec, oui, c'est vrai que c'est la CPS qui centralise les données, qui nous permet d'avoir cette proximité, même si on est voisins, mais il y a quand même un éloignement. C'est peu de le dire. Et ça ne s'arrange pas avec la montée des eaux. Je vous remercie. Merci Clémence pour ces explications. Et puis, je tiens aussi au passage à souhaiter un joyeux anniversaire à la CPS. Donc demain, 70 printemps. Et puis, remerciements aussi à Cameron Diver qui nous a consacré 1 heure pour l'interview, justement, la réalisation de cette émission. Merci, monsieur le néo-zélandais qui maîtrise très bien le français. Clémence, merci. Bonne soirée à tous sur Calédonia. L'information continue et je vous souhaite une bonne soirée. À demain pour un nouveau numéro.